Bon, Content d'être là. ça fait plaisir. Nouveau podcast, nouvel épisode. On se retrouve dans un nouveau studio. On est toujours à Dubaï. Très content de pouvoir faire cet épisode avec vous. Bon, vous avez vu, il n'y a toujours pas Charlie. Ouais. On est toujours à Dubaï, donc Charlie n'est pas là. On lui fait on donne la bise, hein, bien sûr. Et donc là, c'est le 4e épisode. On est au Podcaster. C'est, comme tu l'as dit, un autre studio encore. Ça nous permet de voir un peu les décors et tout. C'est assez rigolo. Très, très cool d'être là. Et en plus, on a pris des opérateurs avec nous. Donc, vous les voyez pas, ils sont juste derrière les caméras. Et c'est eux qui vont faire le montage, le pré-montage en live. Donc, peut-être qu'on aura pour une fois un vrai épisode qualitatif. Quoi. Ça nous changera de nos premiers épisodes. Quoi. C'est clair. Pour nos vrais fans, ceux qui nous suivent depuis le début, tu verrais le premier épisode, il est vraiment horrible. Quoi. Donc, toi, on a vraiment upgradé de ouf. Donc, on est content de pouvoir faire cet épisode. Quoi. Bon, Adam, est-ce que tu peux te présenter un petit peu À nos auditeurs. pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Arnaud Dolski. Donc, je fais partie de la société Eurofiscalis. Je suis l'associé de Kevin et de Jérémy. Et en fait, je suis là dans le cadre d'un voyage que nous organisons, un voyage business pour chercher des inspirations, pour se remotiver, pour passer du bon temps ensemble, pour s'amuser, tout simplement, pour s'amuser entre amis. Et donc voilà, donc, chez Eurofiscalis Pologne, je suis le responsable du développement. Et donc voilà, est-ce qu'il faut que j'en dise plus pour le moment, ou est-ce qu'on découvrira ma personnalité au fur et à mesure? Une bonne introduction. Non, pour expliquer, on a eu l'idée d'inviter Adam parce qu'il est très business. Moi, ça fait 10 ans que je le connais. Et ouais, ça, 10 ans, 2014, donc ouais, 10 ans. Donc, ouais, comme c'est un podcast business, on va pouvoir parler un peu de tout et rien. Donc, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue, notamment le fait que tu aies vécu en France, en Pologne. International, ça va être cool. Et en plus, tu as monté plusieurs business, donc ça va être plutôt sympa. Ouais, grave. Cool. Donc, il n'y a pas trop, tu verras, dans le. Parce que je sais que tu n'as regardé aucun épisode, hein, on est d'accord? Hélas, non, mais je vais me rattraper, promis. Donc, il n'y a pas trop de structure dans ce qu'on fait. On fait simplement un truc un peu sur Eurofiscalis pour montrer un peu les actualités, les nouveaux projets, un peu ce qu'on fait. Et après, on part sur des sujets sur ce qu'on a retenu de la semaine, ce qu'on a appris. Voilà. Et après, de ça nous crée des conversations. D'accord, donc c'est conversation libre. Voilà. Impeccable. Ok. Est-ce que tu veux... On peut commencer déjà pour avoir ton avis un peu sur Dubaï, parce que on est à Dubaï, donc ça vaut le coup d'en parler un peu. On en a parlé aussi avec Alban la dernière fois. Un peu ton avis, c'était la première fois que tu viens à Dubaï? Première fois, exactement. C'est quoi un peu tes ressentis? Mon ressenti. Alors, le ressenti, je pourrais te le donner plus en détail à la fin du séjour. Ouais. Donc là, je suis en pleine découverte, en pleine analyse. Mais à première vue, comme ça, la première sensation, c'est impressionnant. Je suis impressionné par quasiment tout. Puisque c'est la première fois que je me retrouve dans un endroit avec tellement de buildings, de bâtiments excentriques, énormes, tellement de voitures de luxe. Les voitures, j'aime bien. Non, exactement. Tellement de beaux endroits. Tout est impressionnant, tout est grand, donc je suis impressionné. Je suis agréablement surpris par les gens qui sont sympathiques, qui sont agréables. Je suis surpris par plein de choses en fait, donc c'est un peu même difficile de m'exprimer parce que j'ai une ébullition d'idées dans ma tête par rapport à ce que je vois, ce que j'entends. Mais c'est que du positif. C'est que du positif, donc pour le moment j'aime bien. Et je profite, et comme je te dis à l'instant, je pourrais mieux m'exprimer peut-être dans quelques jours quand j'aurai un petit peu digéré ce qui est en train de m'arriver. Non, mais c'est vrai que franchement, c'est sur YouTube, on voit souvent des vidéos de mecs qui sont venus à Dubaï et qui nous racontent, tu vois, à travers YouTube, comment c'est. Et souvent, ils en font des éloges, mais c'est vrai que quand tu arrives ici, tu te rends compte qu'en fait, ouais, c'est. Ouais, quand tu viens une semaine ou deux, je pense que c'est vraiment très très cool. Quoi. Ouais, grave, c'est grave bien, quoi. Hier, quand on s'est baladé en trottinette là, sur Business Bay, là, c'était trop cool. Toutes ces lumières le soir. Burj Khalifa, on a fait le Burj Khalifa aussi. C'est vraiment incroyable. Ouf. En fait, c'est pas, pour le moment des activités qu'on a fait ensemble, c'est pas Burj Khalifa qui m'a impressionné le plus. Alors c'est sûr, c'est un bâtiment impressionnant, immense, c'est joli, etc. Ça, on peut pas le renier. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est des petits moments qu'on passe ensemble, comme tu dis, la trottinette,
le soir, enfin même tard le soir, au bord du fleuve, 1 heure de route en trottinette, entre amis. C'est génial, c'est des trucs qu'on fait pas tous les jours. Ça fait plaisir, c'est assez exceptionnel. Donc c'est des choses comme ça qui vont me rester le plus en mémoire. Après, Burj Khalifa et les autres monuments et tout ça, c'est clair, ça vaut la peine d'être vu, mais je pense que c'est pas vraiment la priorité. Oui, non, la priorité, c'est les moments passés ensemble. Exactement. Chaque fois, on voit un building, on se dit, il faut qu'on achète un appart là, il faut qu'on achète un bateau. Après, on se dit, bon, allez. Ça reste dans le domaine du rêve, pour le moment. Donc, ok. Et sinon, est-ce que tu nous racontais un peu, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît, donc ça fait 10 ans qu'on travaille tous les deux dans la TVA. C'est ça. Je sais qu'en dehors de la TVA aussi, tu avais d'autres business, notamment dans le MLM. Donc ça va être intéressant aussi d'avoir ton point de vue un peu sur tout ce milieu du MLM, parce que bon, ça n'a pas toujours une bonne image et tout. Exactement. Et donc ça va être assez cool. Tu étais le CEO d'une boîte en Pologne qui fait du MLM. Vous avez combien d'adhérents d'ailleurs ? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment. Enfin, si, j'ai stoppé quasiment, puisque je suis encore Enfin, j'ai arrêté d'être CEO en fait en octobre de l'année dernière, donc ça fait plusieurs mois que je m'en occupe plus. Ouais, parce que donc tu as fait un exit, tu as vendu ça à une plus grosse boîte. C'est ça, exactement. Et donc, au moment où j'ai décidé de partir, on devait avoir, si ma mémoire est bonne, entre 2500 et 3000 adhérents. Donc, je tiens à préciser quand même que pour un MLM, c'est petit. Oui, c'est petit, mais bon, petit. Ça commence, c'est pas mal déjà. Ça commence déjà à être pas mal, mais dans le domaine du MLM, on voit beaucoup, beaucoup plus gros, quoi. Tu peux définir c'est quoi le MLM ? Alors, le MLM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Multi-Level Marketing. Et en fait, c'est un système de vente alors, je ne trouve pas mes mots en français, puisque comme je gérais ce business en Pologne, j'utilisais le vocabulaire polonais. Alors, en français, c'est un système, si tu veux bien m'aider, Kevin, en fait... C'était pyramidal, hein, alors, la pyramide... T'as pas le droit, mais c'est un truc... C'est pas un bon mot, la pyramide. Ouais, le système pyramidal, c'est fraude. Ouais. C'est genre, tu dois recruter des gens, ils doivent vendre pour toi tu prends une commission sur ce qu'ils vendent, c'est ça, ouais. et après... Exactement. Un peu comme Herbalife ou... Herbalife, c'est un bon exemple. Après, il y a... Et vous vendez quoi, en fait ? Des produits en fait issus du cannabis légal et donc c'était sur la boîte de CBD, c'était ça ? Ouais. Okay. Exactement. Il y avait pas que du CBD, parce qu'il y avait des produits qui contenaient pas du CBD, mais dans la majorité des cas, c'était des produits qui étaient faits à partir de la chanvre, donc du cannabis qui est légal. Ok. Et du coup, mais vous vendez quoi en B2C du coup ? Alors, c'était que du B2C, exclusivement du B2C. Et en fait, les adhérents, c'était des personnes privées qui s'adhéraient, qui achetaient un package au début pour devenir adhérents. Grâce à ça, ils avaient des remises après sur les achats qu'ils avaient par la suite. Okay. Et en fait, pour rester adhérents et pour toucher toutes les primes et autres récompenses qu'ils peuvent avoir, les bonus, ils devaient acheter pour un montant X certains produits. Des produits via le site, donc online. Et en fait, ils recommandaient les produits à des amis, ils achetaient eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils touchaient des primes, qu'ils touchaient des récompenses. Et plus ils avaient en fait d'amis ou de personnes dans la structure, plus ils pouvaient toucher. Donc en fait, c'est quoi ? C'est réunion de Tupperware, quoi. Concrètement, ils t'invitent tes amis, tes proches et tout, chez toi. Tu leur montres les produits. C'est ça. Tu essaies de leur vendre, et en même temps, si tu peux en recruter un ou deux dans ton réseau, c'est cool. C'est ça. Le mot que je cherchais, voilà, c'est un système de recommandation. Donc tu recommandes des personnes qui s'inscrivent dans ta structure. Et en fait, l'idée en fait, du MLM, c'est d'éviter tous les coûts marketing que peut avoir une entreprise. Parce que les coûts marketing, c'est les pubs sur Google et toute autre forme de marketing qui peut être assez coûteuse. On peut même citer, ça se fait plus trop, mais les pubs à la télé, les pubs à la radio et tout ça, à l'ancienne. Donc le MLM permet d'éviter d'investir de l'argent dans ces canaux-là, puisque la pub, ce sont les gens qui le font, ce sont les gens qui font les recommandations, un peu comme tu as cité l'exemple de Tupperware où on fait un rendez-vous chez quelqu'un, chez un ami à la maison, et la personne fait la présentation des produits, on fait une dégustation, on montre les produits, voilà, et on explique en même temps à quoi sert le produit, comment le doser, comment s'en servir, etc. Et c'est après avoir testé qu'ensuite les personnes, si elles ont été convaincues, décident d'acheter. Ouais. Mais ça, c'est toi qui as eu l'idée de faire ça ?
Alors non, l'idée c'est mon associé, enfin et quelqu'un de ma famille en même temps, avec qui j'étais en contact depuis qu'en fait que je suis rentré de France en Pologne et à un moment je lui ai dit écoute, je voudrais qu'on fasse du business ensemble puisque lui c'est un businessman depuis toujours en fait depuis depuis qu'il est majeur, c'est un businessman et c'était un peu toujours mon modèle parce que c'est quelqu'un qui a réussi dans le business et je lui ai toujours dit écoute, si un jour tu as du business qu'on peut faire ensemble, moi c'est mon rêve de faire d'être businessman. Et un jour, lui, en fait, il avait tout ce concept, toute cette idée en tête. Et un jour, il me l'a proposé. Il m'a dit, écoute, j'ai un business à faire. Si tu veux, viens avec moi. Je t'explique en quoi ça va consister, quel sera ton rôle, etc., etc. Et il m'a convaincu. J'ai dit oui. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et après, donc toi, tu étais le CEO de la boîte. Vous avez 7 associés, c'est ça? C'est ça, on était 7 associés, moi j'étais CEO, donc ça faisait beaucoup de monde. Et l'idée en fait c'était de prendre beaucoup de monde, de personnes de milieux différents, avec des expériences différentes, pour avoir un peu une dream team qui va casser la baraque. Et en finale, après, ça s'est retourné un peu contre nous, puisqu'on était 7 personnes avec 7 avis différents, avec des personnalités différentes, des caractères différents, des tempéraments différents, et tout ça a fait que on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Et tout ça, ça a mis un gros frein au développement de la société. Ben ça peut être intéressant. On pourrait parler aussi de savoir comment s'associer, comment choisir son associé, etc. Parce qu'avec Eurofiscaliste, nous, on n'est pas associés, on est partenaires parce qu'on a chacun sa boîte. C'est ça. Par contre, toi, tu es associé avec 3 autres personnes sur la Pologne. Donc ça pourrait être intéressant de savoir comment tu es tes associés et savoir après, dans la vraie vie, au fur et à mesure des années, parce qu'au départ, tout est rose, tout se passe bien. Au fur et à mesure du temps, moi, c'est vrai que voilà, la vie de l'entreprise, il se passe des choses. Et donc, il faut vraiment avoir voilà, bien choisir avec qui on fait du business parce que dans les bons moments, tout se passe bien. Dans les mauvais moments, ça ne se passe pas toujours rose. Et je sais de quoi je parle aussi. Donc ça pourrait être aussi intéressant tout à l'heure qu'on en parle. C'est ça. Moi, je pense que c'est un peu à la loterie des fois quand même. Je sais pas s'il y a des méthodes. Je sais pas si Yomi peut nous sortir des process pour trouver son associé, tu vois, avec. Ouais, Yomi, si tu peux commenter, mettre un petit tips. Non, mais comme il est bon dans le recrutement, tu vois. Est-ce que ça fonctionne aussi pour un associé, tu vois, à dire, tiens, Je pense pas, parce que là, on rentre vraiment dans le caractère humain, dans tout ce qui est mental, etc. C'est vraiment, je pense, quasiment impossible de scanner quelqu'un comme ça et savoir si ça va être un bon associé, puisqu'il y a tellement de critères qui rentrent en jeu. C'est impossible de juger. Hein. C'est comme avec ta femme. C'est un peu comme avec quand tu te maries, ça peut fonctionner et ça peut être pour la vie, comme ça peut finir en divorce après 3 ans. Hein. Non, c'est pour ça, je pense, c'est vraiment une loterie, quoi. Tu vois, ça peut marcher des fois, tout est aligné, tout est nickel. Je pense qu'il y a certains traits de caractère que tu peux vérifier au début, tu vois, si la personne, si tu connais la personne et tu sais qu'elle est un peu fainéante, tu sais qu'elle est désordonnée, tu sais qu'elle tient pas ses promesses, etc. Tu sais forcément que si tu t'engages avec elle en tant qu'associé, tu vas avoir des soucis. Par contre, il y a d'autres personnes, elles paraissent comme ça nickel au premier abord, et après les traits de caractère, je veux dire, apparaissent au fur et à mesure, quoi. Donc, ouais. Mais je sais qu'il y en a plein qui s'associent alors qu'ils connaissent pas les gars. Non, mais souvent, honnêtement, souvent tu t'associes, c'est avec ton ami, avec tes amis. Tu vois, ça peut être ton meilleur pote. Le plus souvent, oui. Souvent, c'est ce qui arrive, tu vois. Donc, généralement, Et ça, c'est dangereux aussi. Ouais, mais parce que t'as ce côté vraiment relationnel où tu t'entends bien avec la personne parce que t'as des bons délires, t'as vécu des trucs et tout, mais t'as pas travaillé vraiment avec cette personne-là. Ou tu sais pas réellement comment il travaille, tu vois. La personne sera complètement différente, on va dire en privé, ouais. hors business et dans le business. Ouais, ça, je l'ai connu avec mon cousin avec qui on a ouvert Inubio, la société MLM, mais je l'ai connu aussi par la suite lors d'autres business où je me suis associé avec une personne que je connaissais pas du tout. On a fait connaissance. Au bout du 2e ou 3e rendez-vous, on a décidé de s'associer. C'était un échec. Et je me suis associé avec un de mes meilleurs amis. Hélas, pareil, c'était un échec parce qu'en privé, c'était une personne adorable que j'adore. Mais au niveau business, c'était pas ça et on se prenait souvent la tête. Donc, quelque part, comme je l'ai dit à l'instant, ça peut être dangereux de s'associer avec la famille ou les amis parce que si ça se passe mal, tu risques de perdre la famille et les amis.
Toi, c'est arrivé aussi quand t'as monté tes restos, t'as fait avec ton pote. Ouais, c'était un de mes meilleurs potes. Fait le tour du monde avec lui. Toujours, Et... toujours, hein. Ouais, grave. Hein. Et bon, on s'est jamais embrouillé et tout, hein. Mais c'est sûr que au bout d'un moment, après, la vision, etc., et le travail, même surtout sur le travail, tu vois. Des fois, après, ça devenait un peu différent. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, quoi. Tu peux pas savoir avant, quoi. Donc, pour ça, moi, souvent, je dis, fais-le tout seul. Hein. Si tu peux le faire tout seul, t'as pas d'associé. Hein. C'est ça, c'est que tu dis tout seul, au moins, t'as pas de problème avec toi-même, tu vois. C'est facile ça. À te mettre d'accord. Mais par contre, tu vas moins vite ou. Je pense à plusieurs. Vous, c'est ce que vous avez fait en Pologne. Il y en a d'ailleurs. Hein, tu t'es associé avec d'autres personnes ça permet de mettre des personnes sur des sujets que tu maîtrises moins et sur lesquels tu peux développer plus vite. Mais c'est sûr que tu passes quand même beaucoup de temps à essayer de mettre d'accord plusieurs personnes. Il y a des avantages et des inconvénients. En commençant tout seul, tu as l'inconvénient d'être le seul décideur. Tu fais ce que tu veux. Tu as la liberté totale, mais tu es tout seul. Tu es tout seul, il n'y a personne pour te motiver. Il n'y a personne pour t'aider. Personne pour supporter, quoi. Et quand tu t'associes avec quelqu'un, 1, 2, 3, 4 personnes, c'est vrai que d'un côté, il faut se mettre d'accord. Donc, il y a tout ce process de prise de décision, de discussion, etc. Parce que, bon, en général, soit tu as la démocratie et on décide tous ensemble et c'est encore plus compliqué. Soit tu as vraiment un meneur, un décideur qui tape un peu du poing sur la table et qui dit ce sera comme ça ou comme ça. À la polonaise. Mais là aussi, au bout d'un moment, ça peut créer des conflits. Et donc voilà, les deux systèmes ont des avantages comme des inconvénients. Après, certains vont préférer travailler tout seul parce qu'ils peut-être ils ont une mauvaise expérience, peut-être parce qu'ils le préfèrent tout simplement, et d'autres vont préférer jouer plutôt en équipe, quoi. Donc qui se sentent mieux en groupe. Et voilà, après tout ça, ses avantages et ses inconvénients. Non, moi je trouve que c'est au moment des notes de frais surtout, t'en aperçois. Tu vois, ce qui est chiant quand t'es un associé, c'est le jour où tu vas commencer à vouloir mettre pas mal de choses sur ta société, tu vois. Une voiture de fonction. Tu vois, si t'es tout seul, tu peux la mettre facilement. Si t'es avec un associé à 50-50, si t'es une voiture de fonction, il faut que lui aussi il ait une voiture de fonction. La société, elle peut peut-être pas supporter les deux voitures. Si tu vas au resto, plusieurs fois, lui, il va te dire au bout d'un moment, mais moi aussi, il faut que j'aille au resto... Je viens à Dubaï, c'est du vécu. C'est du vécu. Et moi, ça m'arrive aussi, tu vois. Pour un téléphone, tu vois, des fois, c'est des trucs vraiment à la con, tu vois. Ouais, c'est du vécu. Et en plus, dans une société, s'il n'y a pas d'argent, c'est un problème qu'il faut résoudre entre associés. S'il y a de l'argent, c'est aussi un problème qu'il faut résoudre entre associés. C'est un gros problème encore. Non, mais c'est ça. Donc, c'est vrai que l'association, c'est quand même... des fois, c'est pas facile, quoi. Ouais. Et après, du coup, tu as travaillé dans le CBD. C'est vrai que ça a explosé le CBD il y a quelques années, dès que ça s'est un peu... ça s'est un peu mis en ordre au niveau de la législation. C'est vrai que tout le monde s'est mis là-dedans. C'est vrai que c'était un bon business. Comment ça s'est passé, ça, alors, cette découverte un peu de leur verre? Moi, je veux bien savoir déjà comment ton cousin il a eu l'idée de se dire tiens, je vais créer justement ce système un peu... MLM avec du CBD, quoi, avec du cannabis. Comment ça vient l'idée, tu vois, je veux dire, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Okay. Il se lève un matin. Je vais essayer de résumer parce que c'est quand même une longue histoire. Donc, à la base, déjà, on a commencé le business en 2018. Comme tu dis, au moment où ça a explosé un petit peu avant, puisque c'était plutôt 2016-2017. En 2018, on était dans la vague du CBD. Hein. Maintenant, ça s'est bien calmé quand même. Et justement, on voulait profiter de cette vague, de cette prise de conscience, aussi de la légalisation du CBD, etc. On voulait en profiter pour justement faire ce business-là. Et l'idée de mon cousin, en fait, au moment où il montait ce business, c'était... lui, il était dans le CBD déjà avant parce qu'il avait un e-shop. Donc, il avait un e-commerce, on va dire, classique dans le CBD. Et qui fonctionnait pas comme il le voulait. Il faisait pas le turnover qu'il souhaitait et il cherchait des idées comment faire. Donc les premières choses qui lui sont venues à l'esprit, c'était forcément mettre de la pub sur Google, payer. À l'époque, il y a 5 ans, Facebook Ads n'était pas encore très populaire. Donc, surtout qu'en plus, nous on l'a testé aussi, on avait un site de CBD et sur Facebook, on ne pouvait pas faire de publicité sur CBD. Voilà. En plus, il y avait des difficultés, c'est que certaines institutions, certains sites, même si c'est du CBD légal, ils refusaient de faire la promotion, quoi. Donc,
il s'intéressait un peu, il essayait de trouver des idées comment promouvoir en fait le produit. Et en cherchant comme ça, bon, c'est un businessman, donc forcément il connaît plein de gens, il s'intéresse à plein de choses. Il avait d'ailleurs sa propre boîte de MLM, mais c'était quelque chose dans les assurances. Mais c'était le même système de fonctionnement. Et ça avait bien fonctionné, mais c'était un petit niveau. Il n'y avait pas un gros turnover, mais ça avait fonctionné à un bas niveau, on va dire. Donc il avait fait son chiffre, etc. Et il s'est dit, si je combine le système d'MLM au CBD, je vais exploser la baraque, parce que le CBD, on est en plein boom. Et l'MLM, c'est un système super pour justement présenter aux gens un produit. Je trouve que c'est ça l'idée qui est bonne, c'est que le CBD, les gens ils connaissent pas forcément, et surtout en plus c'est un produit qu'il faut éduquer les personnes, il faut expliquer les bienfaits, etc. Donc je trouve que c'est une bonne idée de faire par recommandation. C'est pour ça que le système d'MLM est parfait pour ça, puisque moi-même j'étais un peu sous le choc quand mon cousin est venu, enfin il m'en a parlé, il m'a dit, c'est quoi le produit? Le produit, c'est du cannabis. Cannabis, t'es fou, tu veux qu'on m'enferme, tu veux qu'on nous enferme? Il m'a dit non, c'est bon, je vais tout expliquer, t'inquiète, tout est légal. Et c'est là où il m'a justement expliqué, on a pris une bonne heure où il m'a expliqué un peu l'histoire du cannabis, comment que ça s'est passé. Cannabis, il y en a deux sortes, il y a la sativa et il y a l'indica, donc l'une est légale, l'autre pas. Donc ce qu'on fume en joint, c'est pas légal, et ce qu'on s'applique en pommade ou ce qu'on fait en tisane, ça c'est complètement légal. Quoique il y a certaines restrictions en fonction des pays. Et il a commencé à m'expliquer ça, et c'est là où j'ai compris que c'est vrai, ça a du sens. Mettre ça dans un système MLM, vendre sa vie à le MLM, ça a un réel sens. Donc j'ai totalement adhéré, et j'ai accepté de faire le business avec lui. Ok. Bon, maintenant, alors on veut la vérité. ça marche bien ou pas? Ça fonctionne, ce truc? Est-ce que ça marche quand tu veux gagner vraiment de l'argent quand t'es en haut de la pyramide ou pas? Quoi, pyramide? Ok, faut pas le dire, mais... Alors oui, comme je l'ai dit avant, la pyramide, c'est un très mauvais mot, parce que la pyramide, en fait, le système pyramidal, c'est quelque chose d'illégal. C'est un peu de la fraude, hein, de l'escroquerie. Donc, faut pas utiliser ce mot. Non, surtout qu'en plus, maintenant, en MLM, c'est effectivement très encadré, et il y a plusieurs boîtes qui font ça. Et même Herbalife, c'est une des plus grosses boîtes en MLM. Et ils sont maintenant même cotés en bourse, je crois. Ouais, on peut en citer plein des exemples. Hein. Il y a Herbalife, il y a Amway, il y a des sociétés comme ça. Il y en a énormément, et c'est des sociétés qui font des turnovers énormes, hein, et vraiment énormes. Herbalife, ils ont en ambassadeur, ils ont Cristiano Ronaldo. Donc non, c'est des trucs sérieux, tu vois. C'est du business tout à fait sérieux. Et ça peut être un très 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 bon business pour un propriétaire, pour quelqu'un qui est à la tête du MLM, comme pour les gens qui adhèrent. Sauf que c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pas un business miracle où tu adhères et tu vas gagner tout de suite de l'argent. C'est un business comme un autre. Sauf que là, tu as des avantages et tu as des inconvénients, comme dans tous les business. Les avantages, en gros, c'est que tu n'as pas besoin de créer ta propre boîte, puisque la boîte, elle est là. Tu n'as pas besoin de créer de site web. Le site web, il est là. Tout est mis à ta disposition. C'est un peu comme une franchise où on te donne quelque chose clé en main. Tu dois payer pour y adhérer, mais on te donne quelque chose de clé en main. On te donne des outils, on te donne des produits. Voilà, on te forme à les vendre, on te forme par rapport aux produits, aux ingrédients qu'on utilise, etc., etc. Donc, t'as une formation de base pour pouvoir évoluer dans le métier. Et voilà. Et après, tu dois mettre en place une stratégie, mais là encore, tu es entouré de gens. Donc, tu as des gens qui sont les gens qui t'ont invité dans le business, les gens qui sont autour de toi. Ils vont en général te donner des conseils, comment faire pour évoluer, pour gagner des primes, pour monter en compétences, etc., etc. Donc c'est un réel business. J'étais là-dedans entre 2018 et quasiment maintenant, donc c'est en 4-5 ans, j'étais 4-5 ans dans le business, et j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui se sont ramassés, qui sont rentrés là-dedans, qui n'ont rien gagné du tout, qui n'ont que perdu de l'argent. Et des histoires comme ça, j'en ai entendu vraiment énormément. Des gens qui ont perdu tout simplement de l'argent parce qu'ils faisaient qu'acheter des produits tous les mois. Et ils pensaient que c'était ça l'idée du business. C'est acheter. Ils achetaient même pour les autres, pour avoir des points, pour gagner de l'argent. Mais au final, si tu fais le décompte, tu perds de l'argent. Et après, ils étaient furieux contre les sociétés de MLM parce qu'ils avaient perdu de l'argent. Mais bon, c'est eux qui avaient mal géré leur business. Et j'ai connu aussi des gens qui ont fait des petits succès, des gros succès. Donc, c'est des gens qui étaient, on va dire, quasiment millionnaires, quoi, grâce au MLM, parce qu'ils ont, en plusieurs années, ils ont évolué.
de sorte à construire toute une structure. Ils avaient plusieurs milliers de personnes en dessous qu'ils ont coachées, qu'ils ont guidées. Et après, ces gens-là, ils pouvaient aller s'installer quelque part sur une île déserte. Et ils regardaient leur compte en banque et tous les mois, il y a de l'argent qui tombait parce que c'est les autres personnes en dessous qui travaillaient pour eux. Non, mais de toute façon, le MLM, ça marche si tu es vendeur. Si tu es un très bon vendeur, comme tu dis, on te donne tous les outils et les produits, etc. C'est ça, il faut savoir vendre. Si t'es pas C'est vendeur, vendeur ouais, ou c'est recruteur? Non, il faut être vendeur. C'est vendeur. Alors, après, faut avoir un peu des deux. Si tu fais des bonnes ventes, tu arrives à trouver des gens. Mais il faut être vendeur. La plupart des gens qui font ça, c'est soit des étudiants, soit quand tu as 20 ans, 25 ans, parce que tu n'as pas de boulot et tu penses que tu vas être millionnaire avec ça. Mais les mecs, c'est pas des vendeurs. Donc, c'est sûr qu'effectivement, ils achètent des produits et ils les vendent jamais. Donc, ça marche pas. Donc, c'est sûr que c'est la très mauvaise réputation parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dedans et c'est pas des bons profils. Parce que les gars, c'est pas des vendeurs. Alors, le vendeur, c'est aussi pas le profil idéal parce que le vendeur, il va que vendre des produits. Alors que là, c'est l'humain qui est plus important. En fait, tu dois convaincre la personne par rapport non seulement au produit, mais par rapport au business qu'il y a à faire. Oui, pour rentrer. Mais généralement, si tu arrives à montrer que tu gagnes ta croûte grâce à ça, après, tu as des gens qui sont intéressés, ils vont venir te voir naturellement. Oui, mais tu gagnes ta croûte parce que tu as recruté plus de gens. Donc C'est les deux. En fait, toi, tu dois être un bon recruteur de vendeur. En gros, c'est ça. Ouais. Mais bon, moi, j'ai l'impression dans ce système-là, c'est que souvent, tu perds de l'argent parce que tu arrives souvent en bout de chaîne. Tu arrives à la fin, tu vois ce que je veux dire. Quand tu arrives, tu es le nouveau. Mais après, c'est à toi de construire ta 5 chaîne. ans plus tard, tu n'es plus le nouveau, tu vois. Ouais. Mais oui, tu as toujours l'impression d'être le nouveau parce que quand tu arrives, effectivement, tu es le dernier de la chaîne. Non, T'as l'impression qu'au final, l'escalier, il a commencé il y a bien longtemps. Quoi, si la boîte avait commencé il y a 10 ans, effectivement, l'escalier il est long. Quoi. L'escalier est long, mais chacun a sa chance. C'est en rentrant dans l'MLM aujourd'hui, c'est vrai que si l'MLM il existe depuis 10 ans, il y a 10 ans d'escalier derrière moi. Mais si je fais bien mon travail pendant 10 ans, dans 10 ans, quelqu'un qui va rentrer, moi je serai, tu vois, la situation sera la même chose. Quelqu'un qui regarde derrière, moi je serai 10 ans en avance par rapport à cette personne-là. Et j'aurai construit mon réseau. Donc c'est pas donné à tout le monde, il faut travailler comme partout. Faut être sérieux, faut être discipliné, faut se donner à fond et il faut se donner les moyens de réussir. C'est tout, c'est comme partout. C'est fou que ça marche dans autant de domaines, tu vois. Ça marche dans tous les c'est domaines. Adaptable à tous les domaines. Tous les domaines. Et ça marche encore, quoi. Tu vois. Alors bon, c'est bien que ça marche. Hein, mais il y en a qui se font encore avoir, quoi. Tu vois. Non, encore une fois, c'est vrai que t'as pas bonne réputation, mais je pense que c'est un bon moyen, encore une fois, si t'as le bon profil. Si tu apprécies le produit, si tu le connais, si tu t'intéresses, si tu te donnes les moyens de réussir dedans. Alors, je vais vous dire une petite anecdote comme ça. D'abord, j'ai discuté avec mon cousin et j'ai dit oui pour rentrer dans le business. Après, j'ai commencé à lire les opinions par rapport à MLM. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait le MLM et tout, de très mauvaises opinions. Pareil, j'étais un peu comme ça, du coup, dans une mauvaise posture où je me suis dit, mince, je vais pas être un escroc par rapport aux gens. Mais non, en fait, après, avec l'expérience, c'est un métier comme les autres, c'est un business comme les autres. C'est une façon de promouvoir ton produit d'une autre façon. Nous, exactement. Façon de le faire, c'est via le site internet, le SEO. T'as via les pubs et t'as via la recommandation. Je comprends. Mais ça marche toujours. Quoi, ça marche toujours, ouais. Après, il y a des gens qui gagnent des millions, des gens qui gagnent des milliers, des gens qui gagnent quelques euros. Des gens qui en perdent de quelques et des gens qui en perdent aussi. Après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si le but de quelqu'un, c'est de gagner quelques euros, de se faire un deuxième salaire, et si ça lui suffit, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut être millionnaire grâce au MLM, il a un long chemin à faire, il a beaucoup de travail à faire, mais ça reste possible. Ouais, et comme dans tout business, quoi. Comme dans tout business. Donc du coup, tu faisais donc Inobio, et en parallèle, du coup, tu fais aussi Eurofiscalis. Bon, même si Eurofiscalis, c'est quand même ton activité principale. C'est ça. Sur Eurofiscalis, est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc tu as monté, donc c'était en 2021 ? En quelle année tu as monté ça ? Alors, fin 2019. Fin 2019, on a créé la société début 2020, exactement. Et donc là, ça fait 3 ans, vous faites quoi, 700, 800 000, un truc comme ça ? Entre 700 et 800 000 de chiffre d'affaires par rapport à l'agence polonaise, exactement. Donc en 3 ans, donc ça c'est beau. Est-ce que tu nous racontais un peu comment vous avez réussi à développer l'agence, donc en partant du coup avec 4 associés. Aujourd'hui, vous êtes plus d'une dizaine ? Une dizaine de personnes en tout, oui. Est-ce que tu nous racontais un peu cette histoire-là ? Je veux bien. Donc, l'histoire de
d'Eurofiscalis Pologne. En fait, comme tu dis, c'était 4 associés. Je sais pas par où en fait commencer parce que c'est tellement. C'est vrai que c'est dense quand même. C'est tellement dense qu'il faut que je me trouve, et comme on improvise, il faut que je me trouve un. Ça, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est préparé. On n'a pas de scénario, on n'a rien. Il faut que je me trouve un fil conducteur par rapport à l'histoire. Donc, je vais débuter peut-être avec les associés. D'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'on a eu l'idée de s'associer ensemble, etc. Mais l'associé le plus important, c'est ma femme, mon épouse. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle voudra certainement faut pas pas parler en caméra, mais elle est là, on la voit. Et donc mon épouse avec qui j'ai travaillé dans le domaine de la TVA pendant de longues années, qui a de l'expérience, mais qui a de l'expérience complètement différente par rapport à moi. Donc on est complémentaires dans ce qu'on fait. Moi, je suis plus dans le technique, dans le commercial. Elle est plus dans la comptabilité pure et l'administratif. Donc, quelque part, par rapport au métier qu'on fait, on se complète de manière idéale. Et avec mon épouse, au moment de se lancer de l'aventure, au moment de créer la société en Pologne, on était face à un dilemme. On se disait, est-ce qu'on reste tous les deux et on fait un business en couple, familial, typiquement, ou est-ce qu'on invite quelqu'un d'autre à faire le business avec nous? Et pareil, on pesait les pour et les contre, en fait. Et on a trouvé qu'il y avait plus de pour que de contre. Alors, bien sûr, on a mis sur la balance le fait qu'on allait avoir des associés, on pouvait aller peut-être avoir des avis différents, des disputes au fur et à mesure, et tout ça, on l'a pris en compte. Il fallait bien sûr partager les ressources, mais partager aussi le travail. Et ça devient du coup un avantage. Et ensuite, on a décidé qui on pourrait inviter. Donc, on a décidé d'inviter une ancienne collègue à nous du travail, qui avait aussi de l'expérience au niveau de la TVA. Et c'était une personne qui était, on l'a pas vraiment choisie par hasard, parce que c'était une personne qui était toujours très sérieuse, très travailleuse. Et c'est par ça, là, je fais référence par rapport à ce que tu disais avant. Comment est-ce qu'on peut trouver l'associé idéal? On sait maintenant que c'est pas possible, mais il y a certains critères. Tu choisis les associés par rapport à certains critères. Et là, notamment les critères que nous on prenait en compte, c'était justement une certaine loyauté, le travail que la personne peut fournir, les connaissances aussi qu'elle a. Là, c'était une personne, notre collègue, notre associé était experte dans le marketing notamment. Donc on s'est dit, on va prendre cette personne-là. Et elle va nous booster le business, puisque ni moi ni mon épouse nous sommes bons dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est le site web, promotion du site web, WordPress, etc. Et elle connaissait tout ça. Donc on s'est dit on va s'associer avec elle. Et parce que donc il faut savoir que ton canal d'acquisition, c'était le site internet. Donc c'est sûr que c'était important d'avoir quelqu'un dans l'équipe. Exactement. Qui puisse mettre en place un bon site pour te rapporter tous tes clients. On savait sur ton exemple que la base c'est le site web pour avoir des clients. Donc on savait qu'il va falloir qu'on développe le site web, et on savait que si on a le choix, soit on le fait nous-mêmes et on doit se former, apprendre, ça va prendre du temps, etc. Soit on passe par une société, une agence qui nous le fait, mais ça coûte des sous. Ça coûte des sous, et c'est pas sûr que ça fonctionne bien. Soit on s'associe avec quelqu'un qui sait déjà le faire, donc on a pris cette troisième option. Et en plus, cette personne, donc, avec qui on s'est associé, elle a un mari qui est de longue date commercial dans une grosse boîte pharmaceutique. Et on s'est dit, pourquoi pas faire l'expérience de s'associer avec les deux. Et l'un va faire le commercial, l'autre va faire le marketing. Et moi, j'assisterai son mari un peu dans le commerce, dans le technique, je le formerai. Et mon épouse fera l'administratif. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu réparti les tâches. Donc on a fait la proposition. Ils étaient tout de suite d'accord. On est tout de suite tombés d'accord. Et on s'est lancé dans l'aventure. C'est comme ça que c'est parti. Ça, c'est incroyable. Déjà, de travailler avec sa femme, je trouve ça très très cool, et je pense que c'est pas toujours évident. Ça a des avantages comme des inconvénients. Voilà. Et après, trouver des associés qui sont également en couple, c'est vraiment fort, parce que là encore, tu te remets pas une difficulté en plus, mais tu vois, imagine ton associé se sépare de sa femme, du coup, ça fait exploser ton business. Ça peut être plein de sujets comme ça, où bon, maintenant ça fait 3-4 ans, donc
Alors, le Je vois business que ça en marche, couple, mais- c'est difficile, mais le business avec 2 couples, c'est encore plus Ah ouais, difficile. j'imagine que... Je le confirme. Hein. Je le confirme. C'est pas évident tous les jours, mais ça fonctionne depuis 3-4 ans. Et on espère que ça continuera à fonctionner encore pendant de longues années. Et après, du coup, vous avez fait comme en France. Du coup, c'était vraiment le site internet qui vous a apporté pas mal de leads. Et du coup, après, Adriane, du coup, donc le commercial a bien converti, toi aussi. C'est Et ça. ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. À la base, on s'est basé sur ton site à toi. Donc, en gros, on a pris le site, on a effectué des traductions, on a mis le site en place, bien sûr, adapté à la Pologne. Et notre associé, qui est donc spécialiste du marketing, a commencé à faire des vérifications. Parce que moi pour la petite histoire, vous connaissez, donc je suis bilingue polonais-français, mais je suis pas expert dans le vocabulaire et dans la grammaire polonaise, donc il m'arrive de faire des petites fautes et des petites erreurs. Et donc elle repassait derrière pour voir si mes traductions étaient correctes, elle a amélioré encore le texte, elle chapeautait un peu tout ça. Et en fait, les premiers prospects sont arrivés super vite parce qu'on a ouvert la société c'était au décembre 2019. Et au bout de 2-3 mois, on avait les premiers prospects qui tombaient via le site. Et je trouve ça incroyable que ça tombe aussi rapidement. Et je me rappelle, au bout de 2 mois, on avait une certaine crainte. On s'est dit, ça fait 2 mois qu'on a ouvert, on a lancé le site, il se passe rien. Et on avait des craintes que si ça dure trop longtemps, on va lâcher l'affaire parce que chacun doit manger, chacun doit gagner de l'argent. Nos associés, donc Adrien et Kasia, avaient une famille à nourrir et ils faisaient un métier à côté encore. Donc il s'est dit, on laisse tomber, si ça continue comme ça, on laisse tomber. Et paf, le troisième mois, 1, 2, 3, 4, 5 prospects qui tombent. Et les prospects, très rapidement, on a réussi à les concrétiser en clients. Donc, on générait notre premier chiffre. Et ça nous a donné un coup de boost. Et en fait, on a mis les bouchées doubles. Et au bout de 6 mois, on était capable de se payer déjà un petit salaire. Donc ça, c'était super positif. Et ça nous a encore boosté pour encore continuer. Et pour arriver à aujourd'hui, du coup, tu me disais tout à l'heure, vous signez combien de clients par mois? Alors, par mois... je t'avais dit l'autre jour que c'était en gros, je vais donner une fourchette entre 5 et 10 dossiers. Donc, des clients par mois, des nouveaux clients, il doit y en avoir entre 2 et 3. Ouais, parce qu'après, un client peut avoir plusieurs dossiers. Plusieurs dossiers, exactement. Donc, non, c'est cool, ouais. Donc, ça se développe bien. On est en plein boom. Oh, génial. Et moi, je voulais savoir aussi, c'est la Pologne, c'est comment de vivre là-bas? Toi, t'es français-polonais? T'es né en France ou t'es né en Pologne? Je suis né en Pologne, vécu 20 ans en France, donc je suis double nationalité. En fait, son père était footballeur professionnel, et il est venu du coup jouer en France. Donc c'est pour ça que C'est ça, pour la petite histoire, ouais, c'est grâce ou à cause de mon père qu'on s'est retrouvé en France. Quand il était jeune, donc il jouait au foot. Il a eu un jumelage avec un club français et du coup, ils lui ont proposé de venir jouer en France. Et bon, comme c'était les fins des années 80 et qu'il y avait un précipice entre l'économie polonaise et le niveau de vie entre la Pologne et la France. Et quand il est arrivé en France, il a vu comment les gens vivaient ici. Du coup, il a tout fait pour rester en France. Pour rester en France et pour nous ramener, ma mère et moi, en France. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Donc, au moment d'aller au CP, j'ai fait mon CP en France. Au moment d'aller à l'école, j'ai commencé à l'école en France. Et au début, ça devait être provisoire sur quelques années. Et au final, on est resté pendant 20 ans. Donc c'est pour ça que je suis, on va dire, moitié français, moitié polonais. Pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on vit en Pologne? Pour la qualité de vie, c'est ça qui m'intéresse. Pour la qualité de vie. Alors, si tu m'avais posé la question il y a peut-être 20 ans, je t'aurais certainement répondu que c'est difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais te répondre que c'est un niveau de vie très correct, que c'est pas très différent finalement des pays de l'Ouest comme la France ou l'Allemagne, parce que les salaires sont plus bas. Mais par contre, la vie est aussi moins chère. Donc, quelque part, ça se compense. Et on peut très bien vivre en Pologne de manière très, très agréable, très confortable.
Après, tout a ses, encore une fois, inconvénients et comme Oui, bien avantages. sûr. Ouais. Mais même les infrastructures et tout, c'est très très développé. Hein. Non, mais je veux dire- plusieurs fois. Alors, c'est très développé. Après, la France a de meilleures autoroutes que la Pologne. Ça, Oui. il n'y a pas photo. Après, niveau sécurité sociale, là aussi, en France, les hôpitaux, la médecine, etc. Enfin, c'est beaucoup plus développé en France. En Pologne, tu n'as pas le même niveau. Tu n'as pas la même qualité de service. Je parle du public, hein, parce que le domaine privé, c'est différent. Oui, c'est ça, mais ouais. le domaine public, c'est complètement Oui, différent. bien sûr. Ouais. Après, est-ce que tu vois, c'est sécurisé, tu sors dans la rue facilement, tu peux laisser ta fille rentrer. Alors ça de encore une l'école, fois, il y a une époque de 15-20 ans, c'était complètement différent parce que c'était encore le Wild Wild East, un peu, où il fallait Far faire, West, quoi. attention où est-ce qu'on se promenait la nuit. Et moi-même, en retournant, ne serait-ce qu'en vacances en Pologne, en étant un peu français, en étant un peu des habits de marque, des vêtements de marque, j'étais un petit peu stressé en me promenant dans certains quartiers en Pologne. Alors maintenant, ça a beaucoup changé, ça s'est beaucoup sécurisé. Et quasiment où que je sois, je me sens en sécurité. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, si tu compares les statistiques par rapport au nombre d'infractions, d'agressions, de vols, etc., la Pologne est tout en bas de l'échelle. C'est un des pays les plus sûrs de l'Europe. Ok. Et donc, ouais, donc si tu me mettrais un top 3 des meilleurs trucs en Pologne, c'est quoi? La fiscalité, déjà, je crois. Fiscalité, c'est bien la fiscalité là-bas? Alors, la fiscalité, je ne sais pas si je mets ça sur mon top 3 parce que, en fait, Ça, c'est parce que tu vis pas en France. c'est un peu à double tranchant. D'un côté, on a une fiscalité qui est plus basse, beaucoup plus basse qu'en France, mais d'un autre côté, elle est beaucoup plus complexe. On compare un peu la CA3 et le JPK en Pologne. Tu vas vite comprendre qu'au niveau Non, c'est sûr que nous, la complexité, mais ça, ce qui est bien d'ailleurs, hein, ça veut dire que plus c'est complexe et mieux c'est pour nous. Hein, ça, c'est cool parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte du conseil. Mais par contre, pour un résident, quand tu vis là-bas, bah, tu payes moins d'impôts sur les sociétés, tu payes moins d'impôts sur ton revenu. C'est ça. Tu payes quasiment pas d'impôts sur l'immobilier. Il y a quand même pas mal de trucs. C'est ça. Le montant des taxes est plus bas et c'est pour ça que le niveau de vie est quelque part. Enfin, les prix sont moins élevés en Pologne, notamment à cause des taxes qui sont moins élevées. Donc en France, tu payes plus cher au magasin, tu payes plus cher aux impôts. Donc, Ah ouais, tout est plus cher. tout est plus cher, exactement. Mais si je dois, pour en revenir au top 3, j'ai pas vraiment de top 3. Et encore, avant d'être marié, je t'aurais dit le top 3, c'est les filles. J'aurais mis ça au top 3, maintenant je peux plus le dire, mais bon. On a senti le regard. Vous comprenez pourquoi. Mais non, moi, la Pologne, c'est un pays, bon, c'est le pays où je suis né, c'est le pays où j'ai ma famille, donc j'ai pas vraiment de top 3, tout me plaît là-bas. Il y a des choses qui me plaisent également en France, j'aime bien les deux, j'ai pas vraiment, c'est difficile de donner un top 3. Je vais pas dire que la cuisine polonaise m'emballe, que c'est mon top 3, non, je l'aime pas trop d'ailleurs, je préfère la cuisine française. Mais pour sortir, tu vois, il y a pas mal de restos, de boîtes, il y a souvent des trucs qui s'ouvrent, tu sens une dynamique particulière là-bas, ou non, tu vois que c'est plutôt un pays qui stagne? Non, il y a une énorme croissance. Non, alors oui, alors si, ça justement, ça peut-être je peux mettre au top 3, c'est la dynamique de développement. C'est-à-dire que quand je fais un peu l'aller-retour entre la France et la Pologne, j'ai l'impression que la France stagne un petit peu. Alors peut-être ça ne concerne pas toutes les villes, pas tous les endroits, mais quand je compare ça à la Pologne, en Pologne, il y a une vraie dynamique de développement. La France, j'ai l'impression, a atteint un certain niveau et ne fait que maintenir ce niveau, alors que la Pologne, elle est en constante croissance, en fait. Ouais, non, il y a une énorme croissance, les gens travaillent, l'éducation est bonne. Donc, tu as été plusieurs fois là-bas? Ouais. Surtout, je me suis pas mal renseigné parce que je voulais investir dans l'immobilier là-bas. Du coup, je me suis bien renseigné sur le pays pour voir si c'était une bonne idée ou pas. Et oui, non, ils ont tous les voyants verts. Je pense que c'est un des pays qui va exploser dans l'Union européenne et qui va très très vite rattraper son retard économique par rapport aux pays France, Allemagne. Il y a des pronostics par rapport là-dessus. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, la Pologne est à peu près au niveau du Portugal, plus ou moins, si mes souvenirs sont bons.
Et ils font des pronostics quand est-ce que la Pologne va rattraper l'Italie ou l'Allemagne ou la France. L'Allemagne, comme c'est le pays le plus développé au niveau de l'Europe, c'est prévu, je crois, que 60-70 ans ou un truc comme ça en fonction des pronostics. Après, des pays comme l'Italie, c'est plus proche. Donc, Non, mais c'est une sûr, question de 15-20 ans, je crois. Ouais, mais parce que les gens, ils bossent. C'est un truc de. Tu vois, en France, Alors, la moitié du temps, on est en grève, tu vois. C'est vrai que c'est une particularité des Polonais, c'est qu'on est des bosseurs, on veut se donner les moyens d'arriver. C'est des gens, en fait, ils ont soif de succès. Parce que comme ils ont été confrontés au communisme pendant des années, ils ont été quelque part. Comment dire, je trouve pas le mot. Ils ont été un peu bridés par le système, ils ne pouvaient pas s'émanciper culturellement, de manière, dans le business, nulle part d'ailleurs. Et du coup, quand ils ont été libérés dans les années 90, la Pologne a connu une explosion dans le business, vraiment une explosion. Pourquoi ? Parce que les gens avaient soif d'entreprendre, de créer du business, etc. etc. Les gens, comme ils étaient libres, ils pouvaient s'émanciper à tous les niveaux. Donc, il y a plein de business qui se sont ouverts. Les entreprises de l'ouest de l'Europe sont arrivées en Pologne. Ils ont mis de l'argent. Ils ont aussi beaucoup acheté. Donc, du coup, il y a eu un développement énorme, mais très, très bordélique. Les années 90, c'était tout et n'importe quoi. Il y avait beaucoup de corruption. Donc, ça s'est fait n'importe comment. Et ça s'est structuré dans les années 2000 où la Pologne a rejoint l'Union européenne. C'est là où c'est revenu un peu au calme. Et c'est là où la croissance était plus, on va dire, plus stable et plus saine. Ouais, et surtout, ils ont des super écoles. Donc, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas trop de fuite des talents. Tu vois, contrairement par exemple à l'Afrique, où la grosse problématique, en fait, c'est que les gens, dès qu'ils sont éduqués, ils s'en vont. Donc, c'est sûr que le pays, il a du mal à se développer. On avait, je répercute sur ce que tu dis, on avait une grosse fuite de talents, on va dire, dans cette période un peu transitoire, entre les années 90 et les années 2000. On avait, au moment où la Pologne s'ouvrait à l'Europe, au moment où elle rentrait dans l'Europe, où il y avait la liberté des personnes, notamment, où les personnes pouvaient aller travailler librement en France ou dans d'autres pays. On a beaucoup de médecins, notamment, et d'étudiants ou de gens qualifiés qui sont partis travailler pour gagner mieux leur vie ailleurs, puisque un médecin, je sais pas, quelqu'un qui peut espérer gagner 500, 600 euros en Pologne, gagner le double, le triple, voire même plus dans un pays comme la France. D'où l'image du plombier polonais dans les années 90-2000, quoi. Oui, mais aujourd'hui, je pense pas que ça soit le cas, surtout sur des postes à responsabilité. Il y a beaucoup de sociétés, par exemple, allemandes, tout ça, qui vont en Pologne parce qu'ils trouvent des salaires moins chers, mais surtout, ils trouvent des gens compétents. Alors que, par exemple, en Allemagne, ils ont un manque de main-d'œuvre, tu vois. Et donc, du coup, les salaires, ils augmentent. Comme les salaires augmentent, l'immobilier, il augmente, tout augmente. Ils sont en pleine croissance. Vous faites quoi ? Vous faites quasiment 15% de... C'est vrai que ça a beaucoup changé les dernières années et qu'il n'y a plus cette fuite-là. Au contraire, on nous dit même que les gens commencent à revenir, les gens qui ont immigré un peu, que ce soit au UK ou en France ou autres pays, reviennent un peu en Pologne, reviennent un peu aux sources, parce qu'ils savent qu'ils auront un salaire très bien payé en Pologne, et les salaires ont beaucoup augmenté, et quelqu'un qui est, je dirais, spécialisé dans un métier, il va gagner très bien sa vie aujourd'hui en Pologne, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a 10-15 ans. Ouais. Et en plus, encore une fois, ta fiscalité ça n'a rien à voir avec l'Italie, que je connais bien aussi, ou avec la France, ça n'a rien à voir. Et donc, non, la Pologne... Tu me posais la question par rapport à le taux de fiscalité en Pologne ? Ouais, par exemple, tu montes une boîte en Pologne, jusqu'à combien, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, tu payes 9%. C'est ça. En France, comme à Dubaï. C'est comme à Dubaï. Comme à Dubaï. Donc, tu vois, en France, c'est 15% jusqu'à 38 ou 41 000 euros maintenant de bénéfices. Après, c'est 25%. C'est plus la même chose. Et en plus de l'impôt sur les sociétés, tu as plein d'autres taxes en plus qu'on a en France, qu'il n'y a pas en Pologne. Et l'impôt sur le revenu aussi, ça n'a rien à voir, c'est pas le même. Et puis pour les grosses sociétés, quand tu dépasses les 9%, après tu passes donc à 19%, donc c'est pas 19%, ouais. C'est pas énorme non plus. Ok, donc il fait bon vivre, une belle croissance, une belle dynamique, il y a la sécurité. Donc c'est un pays on peut miser, quoi. Seule problématique, c'est la langue. Parce que pour la comprendre, faut quand même se lever tôt. Tu parles bien l'anglais là-bas ? Ouais, tout le monde parle. Alors les jeunes personnes, oui. La plupart parlent anglais, mais les personnes, les générations plus anciennes, pas forcément. Donc, si
tu peux avoir du mal à te faire comprendre dans la vie de tous les jours, c'est clair. Mais après, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés, que ce soit français ou d'autres nationalités qui vivent et ils se débrouillent très bien. Après, il y a aussi une grosse différence entre les petites villes et les grandes villes, parce que Varsovie, c'est très international. Il y a beaucoup d'expatriés, d'étrangers. Et forcément, les gens sur place, ils ont dû s'adapter et apprendre les langues. Oui, bien sûr. Ok, hyper intéressant. Ouais. J'ai un sujet, on t'en a pas parlé. C'est une idée pour développer un peu on a trouvé un peu une petite idée avec Jay sur comment faire parler d'Eurofiscalis et j'aimerais avoir ton avis. Ok, On t'en a pas parlé, donc tu vas nous dire si c'est une bonne idée et si tu as envie de le mettre en place d'ailleurs sur la Pologne ou pas. ça marche. On aimerait en fait avoir l'image du cabinet qui fait réussir ses clients. Mhm. Donc, tu vois, quand tu as un client qui fait un gros chiffre d'affaires, on va se dire c'est presque grâce à Eurofiscalis, tu vois. Donc on s'est dit mais comment on peut faire ça? Donc on a lu un bouquin, c'est Russell Brunson, il a écrit un bouquin sur un mec, il a créé un site qui s'appelle ClickFunnels pour expliquer comment faire des tunnels de vente. Et donc lui, quand tu fais un tunnel de vente avec sa solution et que tu fais plus d'1 million d'euros, plus d'1 million de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires grâce à son système, il te donne un CD comme quoi, grâce à ça, tu as pu faire tes 1 million d'euros, tu vois. C'est comme un disque d'or, quoi. D'accord. De Tu musique. as vendu 100 000 CD, du coup tu as un disque d'or. Bah, lui, il a fait ça où tu as fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, du coup, il te donne un disque d'or. Si tu fais 10 millions, tu as double disque d'or ou je sais pas quoi. Et donc, il a fait tout un système comme ça, tu vois. Ok. Ça s'appelle tout Coma Club, tout ça. Et du coup, on s'est dit, c'est une trop bonne idée, il faut qu'on reprenne la même idée. Où en fait, Eurofiscalis se positionne en tant qu'acteur qui va donner des récompenses aux entrepreneurs qui réussissent certains achievements dans leur parcours entrepreneurial, et donc notamment en fonction du chiffre d'affaires. Donc quand tu as un client, par exemple, qui rentre chez toi, il fait 1 million, et que, je sais pas, 2 ans plus tard, il en fait 5, et ben, grosso modo, presque grâce à toi, tu l'as aidé à faire ses 4 millions de plus, tu vois. Et du coup, on lui fait comme un disque d'or, on lui fait un cadre avec un disque marqué, voilà, il est dans le club des 5 millions, et grâce avec le logo Eurofiscalis, son logo à lui, tout ça. Et après, on fait une vidéo pour aller lui remettre le prix, Dans pour ses faire un peu locaux. marketing, quoi. D'accord. Donc, en gros, ça permet en fait de créer de la preuve sociale chez nous. Comme quoi, bah, là, on va dans les locaux de notre client, on va lui apporter une récompense, etc. Et le client, il est content parce que bon, bah, il a quand même une petite récompense, il fait partie d'un club privé, entre guillemets. Et ça crée quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, grosso modo, par exemple, tous les clients qui font plus de 10 millions, par exemple, ils font partie du club des 10 millions. Et du coup, on va essayer de trouver des choses pour créer un petit événement ou quoi, pour qu'ils puissent se retrouver. Alors, je sais pas s'ils vont venir, tu vois, mais on pourra leur donner des exclusivités ou des choses comme ça, tu vois. Ou si tu fais partie du club des 1 million, etc. Mhm. Le but, c'est de créer un peu cette communauté autour de ok, mais j'ai envie de faire plus. Bon, pas pour fiscaliser, c'est pour gagner plus d'argent. Mais en plus, du coup, je vais avoir mon petit CD, je peux l'accrocher quelque part, comme un artiste qui a vendu du coup ses disques et du coup, il a une récompense et il est reconnu par ses pairs et c'est sympa, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Qu'est-ce qu'on pense? Bah, tu viens de me surprendre. J'étais complètement pas préparé à ça. C'est quoi cette idée farfelue? T'as le droit de dire que c'est nul. Hein. Je vais essayer. Je vais essayer. Bon, je suis en train de chercher un peu d'analyser dans ma tête quels peuvent être les avantages. Mais là encore, la différence entre nous, c'est que moi j'ai un peu double mentalité. Je pense un peu à la fois comme un Polonais, comme un Français. Et vous, c'est plutôt comme des Français. Et vous vous adaptez en fait les besoins aux Français. Les Polonais ont un autre moyen de penser, une autre mentalité, d'autres besoins. C'est pour ça que tu ne vas pas vendre de la même manière en France et en Pologne, ni d'ailleurs dans d'autres pays. Il faut que tu adaptes le discours. Là, si tu me parles de cette idée de business, Alors, c'est pas un business. Hein, cette idée de. Ouais, c'est pour promouvoir le nom Eurofiscalis. Cette idée de promotion. Ouais. Voilà. Surtout, en fait, c'est surtout pour avoir la preuve sociale, ça, pour avoir des avis et pour montrer qu'on a plein de clients et que les clients réussissent. Je peux te répondre, c'est que au début, ça risque d'être difficile. Parce que accrocher cette récompense en mur, c'est ça le concept. Hein, ouais, c'est ça, ouais.
ça va pas vouloir Déjà grand-chose. grand-chose, puisque je me mets à la place d'un partenaire ou de quelqu'un qui va chez notre client, il rentre dans la salle du PDG, il regarde un truc accroché au mur, club des 1 million. C'est beau, c'est joli, mais c'est quoi? Je connais pas, c'était offert par Eurofiscalis, c'est mon comptable. Super. Et du Il coup, est super content, mon comptable, que j'ai fait 1 million. le comptable ou l'agence qui s'occupe de la TVA, ils ont fait quoi pour vous? Ouais, mais ils s'occupent de déposer la paperasse. Tu vois, j'ai un peu de mal, je critique pas, mais j'ai un peu de mal à saisir au début la plus-value que ça va apporter Pour l'entrepreneur. pour l'entrepreneur. Après, c'est sûr que si c'est connu, si tu fais des actions de promotion, etc., et que quelque part, c'est, comment dire, c'est sexy, c'est fashion d'avoir ça accroché au mur parce que tout le monde connaît, parce que tout le monde aime, c'est sûr qu'ils vont se l'arracher, qu'ils vont le vouloir. Mais pour en arriver là, il va falloir du temps, ça c'est, et des actions. Et des actions bien ciblées, bien dirigées. Je trouve que c'est quand même un gros challenge et je suis curieux de savoir comment est-ce que tu as l'intention de faire tout ça. Bon, on va le faire avec Joe, on va voir. Après, c'est très américain parce que les Américains, ils aiment montrer, tu vois. Et, Oui, ça. Ils veulent avoir des trophées, des médailles, tout ça. Ils aiment les exposer, etc. Donc, je sais pas si ça va être très adapté à la France. C'est ce que je disais tout au début, c'est que chaque pays a sa culture, voilà. Et la culture américaine, le business américain, tu ne peux pas l'imposer en France ou en Pologne ou autre, parce que les gens fonctionnent différemment. Donc peut-être que c'est une bonne idée, que ça va marcher, mais peut-être que ça va être un flop total parce que les gens ils vont dire non, j'achète pas, j'adhère pas parce que ça me sert à rien. Oui, non, ça c'est sûr. Alors après, on va pas le vendre, hein, on va leur donner, tu vois. Oui, Et après, c'est comme, tu vois, dans le sport où tu es content d'avoir ta récompense, d'avoir ton trophée, ta coupe, etc. Ou dans la musique, effectivement, ils ont aussi des récompenses, ou même dans le cinéma, tu as toujours plein de récompenses. Et c'est vrai que dans le business, il n'y a pas de... À part ton chiffre d'affaires et ton compte en banque, tu vois, tu n'as pas grand-chose. Donc je trouve... le matérialiser sur un objet, je trouve ça rigolo. Après, est-ce que Eurofiscalis aura la légitimité pour rendre ça attractif et se dire, attends, je suis trop content d'avoir mon tableau que je peux afficher dans mon bureau? Je sais pas. Effectivement, ça sera vraiment que du marketing pour essayer de rendre ça un peu exclusif et donner envie aux gens de l'avoir. Mais ça peut être rigolo. Je me dis, ça peut être rigolo pour un cabinet comptable de se lancer dans un truc comme ça, quoi. Alors, j'ai vu en Pologne, par exemple, une revue business qui offre ce type de récompense aux sociétés les plus dynamiques en Pologne. Donc, quand il y a une société qui dépasse un certain chiffre, qui est très dynamique, il lui offre une récompense et c'est aussi, bien sûr, c'est tout un article en général dans la revue et c'est un diplôme que tu peux accrocher au mur. Et comme la revue, elle est connue, forcément, les gens, ils accrochent ça avec fierté au mur parce que c'est connu. Et quand tu viens, oh, tu as reçu la distinction de tel et tel, un peu comme Times, comme The Times aux États-Unis, quoi. Donc, ou Forbes. Donc, si tu as une distinction dans ces magazines-là, bah, c'est super coté, c'est super, ça fait super chic, quoi. Et le problème, c'est quand tu n'es pas connu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'observer et si ça marche, je vais imiter. Oui, c'est comme recevoir un Energy Music Award ou un Grammys, quoi. Ouais. J'ai dit, bon. Ouais. Bon, écoute, hein. Faut travailler la marque, en fait. Faut travailler le... Bah, en fait, on pensait même, tu sais, comme YouTube. Tu sais, YouTube, quand tu as un nombre d'abonnés, après, tu reçois une petite plaquette derrière ton nombre d'abonnets. Et le bouton d'or ou le bouton d'argent, ça s'appelle. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que nous, on est qu'à 158 abonnés. On n'a pas encore reçu, quoi, mais peut-être un jour. Et donc, on s'est dit, bah là, on peut aussi peut-être remettre ça pour nos clients qui ont vraiment développé leur chiffre d'affaires. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. Et après, on aimerait bien, genre une fois par an, on peut faire un dîner, encore une fois, tu vois, on choisit 10 entrepreneurs qui font, je sais pas, plus d'1 million. Et on fait un dîner, on se fait ça sur Paris, on les invite, ils peuvent se rencontrer, ça peut créer du réseau. Donc on l'a fait une fois déjà avec Jay, et tu passes un moment sympa. Ça, c'est une bonne idée. Moi ce que je pourrais te conseiller, hein, comme idée, c'est justement faire ça, c'est commencer par créer un club des entrepreneurs, les inviter à prendre un verre ensemble, à prendre un petit déjeuner ensemble, un déjeuner ensemble, organiser peut-être des petits débats, des petites discussions. Et certainement, au début, tu commencerais par quelques abonnés, mais plus il y aurait d'abonnés, plus ce serait intéressant parce que les gens voudraient venir non seulement faire la promotion de leur société, faire du networking, faire peut-être des petits podcasts comme on en fait là maintenant, et ça prendrait la cote. Et après, une fois que tu as une renommée, que tu as une certaine
plus-value vraiment, c'est là où tu peux délivrer des distinctions. Mais moi, je commencerai peut-être par là, c'est de rassembler des gens de business autour de moi et les faire interagir entre eux. Bon, on garde ça en tête. Moi, donc on avait fait, nous, avec mes invités de podcast sur notre podcast, j'avais invité tous ceux qui avaient participé au podcast après à se rencontrer. C'était que des entrepreneurs. Donc on avait fait un repas à Paris où justement ils ont pu se rencontrer. Bon, on était 8. Hein. C'était pas non plus le gros dîner, quoi, tu vois, mais franchement, c'était hyper sympa, quoi. Ouais, c'était cool. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas bête, hein, ce qu'il dit. Déjà, peut-être essayer de fédérer, créer quelque chose, et puis après récompenser. Plus tard, on fera la récompense, ouais. Puisque je suppose vous connaissez pas mal de monde maintenant au niveau business, des entrepreneurs. Oui, non, c'est sûr que bon, ça fait 6 ans qu'on a la boîte, donc c'est sûr qu'on commence à avoir pas mal déjà de clients, ça c'est sûr. Mais effectivement, dans le réseau, tu commences à connaître des gens, ouais. Voilà, donc il y a des sociétés qui font ça, des associations, etc., qui organisent ce genre de regroupement. Pourquoi ne pas le faire nous et en même temps faire la promotion d'Eurofiscalis, ça va de pair. Ouais. Donc pour parler au mec de Mage qu'on a rencontré, Maxime, Ouais. on a un gars là sur Dubaï qui fait ça, il a créé Mage, donc son concept, c'est de créer du réseau. Donc il accueille en fait des francophones qui vont venir à Dubaï pour monter une boîte. Et du coup, tu veux monter ta boîte, mais tu connais personne, et du coup, tu peux rentrer dans son club. Et ça te permet de faire du réseautage. Il fait des événements 1 fois par semaine. Donc lui, c'est exactement ce concept-là, tu vois. Il le fait sur Dubaï. Mais il faudrait effectivement échanger avec lui pour voir si on n'arrivait pas à le faire ça de façon un peu moins formelle, parce que lui, c'est vraiment son business, ou ça serait pas un business, mais voir un peu les clés. Et... Ouais. Ce serait plutôt un concept qui vient se greffer sur notre business à nous, quoi. Ouais. Bon, on prend conseil. Ou une autre idée comme ça, rapidement, c'est peut-être, il y a peut-être plein de jeunes gens qui veulent développer leur business, qui, comme moi à une époque, ou peut-être comme toi aussi, rêvent de faire un business, mais ne savent pas par où commencer. Et c'est peut-être bien d'inviter des gens comme ça et de les faire rencontrer d'autres gens qui sont dans le business depuis des années pour qu'ils leur expliquent un peu les avantages, les inconvénients, par où ils ont commencé, leur expérience. Comment ? Un système de mentorat ? Un système un peu de mentorat. Et les jeunes aussi, ils ont plein d'idées, plein de bonnes idées parfois, et ils peuvent avoir une réelle plus-value. Donc pourquoi pas les faire profiter, parce que seuls, ils n'y arriveront jamais, ou ils auront du mal, on va dire, et leur faciliter un peu la tâche. Et en même temps, peut-être profiter de leurs idées, parce que moi, je viens d'avoir 40 ans il n'y a pas longtemps, donc je me sens un peu déjà dépassé par le high-tech. Hein. Donc toi, tu es un petit peu plus... je me sens dépassé aussi. Un petit peu plus jeune que moi, donc tu es un peu plus dedans. Mais là, quand je suis en relation parfois au niveau des business avec des gens qui ont la vingtaine, quand je vois comment ils maîtrisent les outils informatiques, etc., je me sens réellement dépassé. Tu vois, et c'est bien d'être en contact avec des gens comme ça parce qu'ils ont une approche complètement différente par rapport au chat GPT, à l'intelligence artificielle ou aux outils informatiques d'une manière générale. Et on peut beaucoup apprendre d'eux et eux peuvent beaucoup apprendre de nous plus anciens. Tu utilises un peu toi chat GPT et tout ? Alors j'essaye de m'y mettre, mais c'est pas facile parce que moi je suis un peu plus de la vieille école et peut-être que je l'exploite pas assez en fait. Je l'exploite pas assez parce que je sais pas l'utiliser. Je sais pas l'utiliser de manière comment dire. Ouais, tu t'es pas trop renseigné dessus. Tu utilises de façon classique, mais tu n'as pas poussé l'outil, quoi. Je l'ai testé, mais j'ai pas poussé l'outil, donc je connais pas vraiment toutes les possibilités qu'il offre. Après, je sais que tu peux t'en servir pour écrire un email, tu peux t'en servir pour faire de la traduction, tu peux t'en servir pour écrire un article pour un site web. Donc, mais je connais pas toutes les possibilités. Mais j'utilise de temps en temps, mais pas, je pense pas autant que toi. C'est peut-être une question d'âge. Ouais. Bah ouais. Non, c'est vrai que nous on aime bien. On passe beaucoup de temps dessus. Bon, les possibilités, je pense, elles sont infinies, donc c'est pas possible d'aller au bout de l'outil, mais oui, on passe du temps dessus, ouais. Ok. Par rapport à ça, juste comme une petite remarque, c'est que c'est incroyable parce que j'ai l'impression un peu d'avoir vécu dans le business classique. Et d'un coup, je me suis réveillé et on se retrouve à une époque où il y a l'intelligence artificielle, où il y a le chat GPT, où on a changé complètement la manière de penser, la manière de faire du business. C'est quelque chose d'incroyable. C'est arrivé vraiment quasiment en un claquement de doigts. Et je ne sais pas si vous avez cette impression où du jour au lendemain, on est dans une nouvelle ère. Bah, c'est vrai que ChatGPT, ça arrivait comme ça. Hein, tu vois, on ne le connaissait pas.
Ils nous ont mis dans les mains. Et du coup, on est parti sur une vague d'intelligence artificielle. Et on a dû s'adapter hyper vite à essayer de comprendre en gros ce qui nous arrivait, quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est arrivé d'un coup. Hein. Ouais. Ça te fait peur ou pas d'ailleurs? Notamment pour Fiscalis, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est très administratif. Et c'est vraiment quand on parle des métiers qui vont disparaître rapidement à cause de l'IA, on pense à la compta, on pense à des choses comme ça. Est-ce que ça te fait peur? Alors, peur, non. Mais je suis conscient que ces changements vont s'accélérer. Que là, il y a eu un déclic. Et ça, je pense que maintenant, proportionnellement, ça va s'enchaîner. Et je suis conscient qu'il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on adapte nos business. Et quelque part je suis aussi certain que l'humain sera encore indispensable pendant bien longtemps. Par contre, il va falloir qu'il s'adapte aux outils, notamment à l'intelligence artificielle, parce que s'il ne s'en sert pas, il sera dépassé. Je donne 2 exemples. Un cabinet comptable est encore sur du papier. L'autre cabinet comptable se sert des outils informatiques et de l'intelligence artificielle. L'un va faire un business énorme, l'autre va faire faillite, c'est sûr. Ouais, non, donc c'est pas une question d'avoir peur, c'est une question s'adapter au monde de s'adapter et d'utiliser tous ces outils qui sont à notre disposition pour être compétitif, pour rester dans le business, pour rester au sommet en fait. Ouais. Non, moi je suis d'accord aussi, je pense. Il y a des métiers qui vont disparaître, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, le conseil, l'humain, le fait qu'un entrepreneur ait besoin d'avoir un mec qui connaisse un peu toute la paperasse, la partie administrative, etc., la partie juridique, il en aura toujours besoin. Parce que l'entrepreneur, ce qu'il veut, c'est développer un business, c'est pas de s'occuper de la paperasse, quoi. Alors ne fais pas peur à nos écouteurs, hein, parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, ok, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et c'est une constante. C'est une constante évolution en fait, où tu as quelque chose qui disparaît, quelque chose qui apparaît. Peut-être que d'ici très bientôt, on aura d'un métier des opérateurs de drones, par exemple, qui vont faire des livraisons. Ils ne seront plus en train de conduire leur camion pour livrer les colis, mais ils seront derrière des écouteurs et des écrans pour pouvoir guider un drone pour aller chez le client. Non, mais ça, c'est sûr que la plupart des métiers, dans 10 ans, on ne les connaît pas encore aujourd'hui, hein, ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, comptable, fiscaliste, même avocat, hein, souvent on dit qu'ils vont dégager. Et je pense qu'effectivement, ceux qui font pas qui vont pas prendre le tournant de l'intelligence artificielle, des outils informatiques, etc., eux, c'est sûr qu'ils vont disparaître. Mais ceux qui prennent ce tournant-là et qui continuent à apporter de l'humain et du conseil, comme tu dis, je pense qu'eux, ils ont... Je pense que ça va venir par étapes. On peut prendre par exemple l'exemple du médecin. Le médecin généraliste qui écoute quels sont tes symptômes et qui te fait une prescription, lui, il va disparaître assez rapidement. Parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, je ne sais pas si vous avez ça en France, on avait en Pologne les consultations à distance, ouais, où tu appelles ton médecin sur Skype ou sur Teams. Il te dit à distance ce que tu as, si tu es malade ou pas, et il te prescrit des médicaments à distance. Ça, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire très rapidement, donc elle va pouvoir remplacer ce type de médecin. Par contre, un chirurgien qui doit être super précis dans ce qu'il fait, ça, ce sera remplacé beaucoup plus tard. Donc, ouais. Après, franchement, je ne sais pas si j'irai voir une IA, tu vois, pour me guérir ma toux ou quoi. Je pense que le gap, tu vois, pour se dire, ok, je vais plus voir un médecin, je vais voir une IA pour me prescrire un truc, je pense que ça va mettre quand même un peu de temps. Je pense pas que ça se fasse comme ça du jour au lendemain. Moi, j'irai encore chez le médecin, tu vois. Tu fais confiance à ta Tesla quand elle te conduit? Oui, je suis confiant à la Tesla. Mais tu feras confiance à l'IA médecin. Toi, tu le ferais, toi, Jay? Bah oui, ça dépend de la maladie que t'as, mais bon, un petit rhume, un petit truc. Après, c'est sûr, si tu dois aller aux urgences, c'est pas l'IA qui va t'aider. Ouais, c'est pas l'IA, quoi. mais pour des petits, t'as un petit rhume ou quelque chose comme ça, à la place d'aller chez le médecin, tu vas demander à l'IA. L'IA va te demander si tu as de la température, si tu te sens, si tu as mal à la tête. Grâce à ça, elle va peut-être faire un diagnostic de ce que tu as et elle va t'envoyer sur le téléphone un QR code avec qui tu vas pour pouvoir prendre des médicaments à la pharmacie. Je pense que ça va commencer par là. Après, on va upgrader au fur et à mesure et on va aller de plus en plus loin là-dedans. Et c'est comme pour les voitures. Hein. Je parlais de la Tesla. Je suis sûr que très très bientôt, il y aura les conduites autonomiques où tu te mets dans la voiture et la voiture te conduit et tu es obligé de lui faire confiance. Ça va être génial ça. Moi j'ai hâte de pouvoir vivre ça, quoi. T'imagines, tu rentres dans ta voiture,
Tu marques où tu veux aller, ouais, il y va, quoi. Un Ouais, peu non, comme ça, ton Uber ou ton taxi, là, quand on est venu, quoi, tu vois, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas un Indien devant, quoi, tu vois. Toi, tu trouves ça fabuleux, mais d'autres personnes, comme par exemple mon épouse, je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir parce que là, ma voiture à moi, elle est pas totalement autonome, donc c'est pas comme la Tesla, mais elle a comment que ça s'appelle Emmanuel. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que quand elle roule, elle s'adapte à la vitesse de la voiture qui est devant toi. Et déjà ça fait peur à mon épouse. Ah oui, le régulateur de vitesse. Voilà, le régulateur de vitesse, c'est que si tu roules à 140 sur l'autoroute et que devant toi ça freine, et que moi j'ai pas les mains sur le volant ou quelque chose, elle est en panique. Elle est en panique, mais tu regardes la route et tout. Mais je dis, mais la voiture, c'est bon, elle gère. non, la voiture peut se tromper. Et c'est vrai aussi que je me suis surpris, ça faut faire attention, à plusieurs reprises, c'est que tu as la voiture qui t'assiste dans les courbes, mais parfois elle reconnaît pas les... Mais même la Tesla. Hein. Ouais. Je me suis fait 2-3 frayeurs avec la Tesla. Elle reconnaît pas les lignes blanches sur la route. Et parfois, elle va mal prendre la courbe, elle va commencer à couper le virage ou un truc comme ça, et tu peux prendre peur, quoi. Donc, il faut faire quand même attention. Ah, je suis d'accord. Ouais, mais après, je pense que dès que ça va commencer à bien fonctionner, tu l'auras appris quelques fois et tu verras que c'est sûr. Après, ton cerveau, pour lui, c'est sûr. Donc, après, ça sera une habitude. Même après, ils vont complètement remodifier l'habitat de la voiture, où ça sera plus des salons. Tu vois ce que je veux dire? Je parle dans 20 ans. J'en suis certain 25 qu'on ans. va en arriver là. Ah, bah ouais. T'auras plus besoin d'avoir un volant, concrètement, tu vois. Ouais. T'auras plus besoin d'avoir 2 sièges face. Oui, tu peux faire 4 sièges oui, Ouais, un salon, exactement. t'as raison. Ouais. Ouais. Une table au milieu avec Petite table, tu fais un petit poker. 3 cacahuètes, un truc comme ça. Franchement, ça va être génial, ça. Honnêtement, j'ai hâte. Donc, Moi, pas forcément. Ah ouais? Quoi, t'aimes Moi, bien je suis- la après, puissance de il conduire, c'est ça? fan des voitures. Je suis le old school de la motorisation, donc... Oui, moi, mais de toute façon, on passe à l'électrique. J'aime Donc, bien avoir un volant entre les mains, j'aime bien parfois passer les vitesses. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on passe à l'électrique, donc t'as plus le bruit du moteur. Alors, Toutes les voitures, c'est des automatiques. Ah, je connais pas sa voiture. Lui, quand il roule, il fait un bruit comme ça. Oui, mais ça va changer. Ça. Les- Dans 10 ans, normalement, tu ne pourras plus acheter de type j'ai de aussi une voiture. électrique. Et l'électrique, c'est même pas pour l'écologie, parce que selon moi, c'est pas des voitures écologiques, pas pour le moment. C'est plutôt pour... On va avoir des mauvais commentaires. Oula. ça. Là, il y a un gros débat. On peut faire un gros débat. On peut faire un gros débat, donc on va pas rentrer là-dedans. C'est mon avis personnel à moi. Et moi, je fais plutôt ça pour l'économie. Donc pour pas payer l'essence sur mes trajets. Et la voiture, on a 2 voitures avec mon épouse, comme on doit bouger parfois de manière indépendante. Donc moi, j'ai l'électrique. Et mon épouse a une voiture à essence classique. Et je prends plaisir à conduire les deux. Mais si je devais en choisir qu'une, je prendrais la voiture à essence. Bon, on va pas rentrer peut-être dans le débat, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais encore une fois, tout a ses avantages et ses inconvénients. Non, mais c'est sûr que la vraie conduite, c'est une voiture manuelle, essence. Tu prends pas du diesel non plus. Tu vois ce que je veux dire? Après, tout dépend si tu veux aller tout simplement d'un point A à un point B, de manière confortable et sécurisée, etc. Ou si tu veux prendre du plaisir. Bah, c'est ça. C'est ça. Soit t'es vraiment un passionné, tu vois, soit c'est juste un moyen de transport. Et c'est pour ça, mais comme là, on arrive maintenant sur une période où on n'aura plus ce côté vraiment plaisir, on aura vraiment ce côté que transport. Hein. C'est pour ça qu'on passe à l'électrique. Hein. Et que demain, du coup, on aura des voitures autonomes, et donc, du coup, ça sera des salons. Bah, je me dis, bon, bah, autant que ça soit confortable, quoi, tu vois. Et après, le week-end, tu prends ta Porsche, tu vois, tu te fais plaisir. Bon, une Porsche, quoi. Bon, une Porsche, quoi. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Bah écoute, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Donc, tu connaissais pas du tout l'exercice, c'est la première fois que tu faisais ça? Ou C'est la t'as déjà première fait fois. Alors, je vais te dire, avec Inubio, j'ai fait plein de choses. Hein. On a fait des Toi, enregistrements. T'as fait aussi des conférences. Des conférences C'est ça. devant je sais pas combien de milliers de C'est ce que personnes. j'allais dire justement par rapport à mes expériences devant une caméra et face à un micro. C'est que quelque part, cette expérience, je l'ai parce qu'on a fait des enregistrements devant caméra, etc. Mais ce n'était pas dans un studio pro comme ici, ce n'était pas sous forme de podcast. C'était plus pour faire, par exemple, la promotion d'un produit ou souhaiter de bonnes fêtes aux adhérents. Donc, on faisait une vidéo où je souhaitais notamment, moi, la bonne fête. Et tout ce type de film qu'on pouvait faire pour les adhérents.
Et on faisait aussi des conférences avec des personnes. Alors, on a démarré à 60-50 personnes. Et déjà là, C'est stressant, là, déjà. C'était bien stressant parce que c'était la première fois où j'avais tellement de personnes devant moi. Et je devais faire un discours, en fait. Et j'étais tellement mal préparé. J'étais là avec ma petite feuille comme ça, en train de trembler et en train de lire exactement ce que j'avais sur la feuille, sans regarder les gens, sans vraiment avoir d'interaction avec eux. Et c'était horrible. C'était horrible, mais c'était ma première expérience. Et en général, la première expérience, ça se passe pas forcément toujours bien. Mais j'ai pris le challenge de m'améliorer, d'améliorer les choses. Et au fur et à mesure, parce que des conférences comme ça, on en avait régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Et à chaque fois, le nombre de personnes augmentait. Et à chaque fois, moi également, je m'améliorais. Donc, j'ai pas suivi vraiment de cours. Je suis pas allé vraiment de formation pour faire je sais pas comment que ça s'appelle. Conférencier, quoi. Non, mais pour travailler sa voix, pour être orateur, public. J'ai pas vraiment suivi de formation pour tout ça. Je me suis auto-formé. Donc, j'ai regardé un peu ne serait-ce que YouTube, des gens qui font des discours. J'ai lu un petit peu comment un discours doit être fait, quelles sont les méthodes, que tu dois avoir un contact avec ton public, etc. Que tu ne dois pas regarder une personne en particulier, mais tu dois un peu avoir le regard un peu sur la foule. Des méthodes aussi pour gérer le stress, etc. Donc, au fur et à mesure, je m'améliorais. Même les adhérents avec qui j'avais des bons contacts venaient me dire « Adam, tu fais des progrès énormes, tu n'es plus la même personne. » Et ça faisait plaisir, quoi. Et ça, c'est Inubio, je considère ça, moi, personnellement, comme un échec, puisque au final, on n'est pas arrivé au but qu'on s'était fixé. J'ai dû arrêter en chemin, on a dû arrêter le projet. Donc, pour quelque part, c'est un échec. Mais d'un autre côté, on en tire des leçons. J'ai appris des choses, je me suis formé, je suis plus stressé pour parler en public. J'arrive à mieux gérer mon stress. Donc, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Je suis rentré, j'étais immergé dans le monde du MLM. J'ai appris plein de choses au niveau du CBD, au niveau du MLM, au niveau du fonctionnement. J'ai connu beaucoup de gens, en fait. Beaucoup de gens de milieux très différents. Des gens avec beaucoup d'expérience qui m'ont beaucoup appris. Donc là, le podcast, ça t'a pas fait peur, quoi. Oh non, pas du tout. Non, je suis super à l'aise. Si on avait fait ça en live, là, peut-être il y aurait un petit brin de stress. Mais là, comme ça, avec vous deux à côté de moi, à mes côtés, aucun stress. Et je trouve que c'est une expérience superbe et j'espère que vous allez me réinviter bientôt. Franchement, tu es en France et on le fait avec Charlie, il sera avec nous, comme ça tu pourras le rencontrer, on fera tous les quatre, ça sera cool. Ouais. En plus, tu as dit que tu aimais bien les studios pro. Moi, tu vois un petit peu nos studios en France, tu vas être surpris. Pas de problème, même si on tourne comme ça à la façon selfie avec le téléphone, je serai là. C'est comme ça. Bon, bah merci en tout cas pour ton temps. C'est déjà fini. Ouais, ça va faire quoi, 1h30 je pense qu'on tourne, donc ça va faire déjà pas mal pour ceux qui nous écoutent. On laissera la suite pour le prochain épisode. Exactement. Voilà. On retourne encore un épisode demain. Du coup, ça nous fera 3 épisodes tournés sur Dubaï, donc ça va être très cool. On a aussi normalement une personne qui nous est chère, donc ça va être sympa de le faire avec lui. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge, mettre des commentaires comme d'habitude pour nous donner un peu des conseils, donner un peu votre avis, ça me fait toujours plaisir, quoi. Donc on a enfin des commentaires, donc continuez, quoi. Commentaires, ok, trop bien. Ouais. Et voilà, on se dit à bientôt. Allez. Ciao. Salut. Salut.